Le marché d'Adjamé à Abidjan se trouve en plein quartier chaud de la ville. Il est connu pour être le repère des trafiquants et des petits voleurs en tout genre. La police y patrouille en permanence. Rendez compte. Entre forces de l'ordre et petits fraudeurs, c'est à chaque instant le jeu du chat et de la souris. Ça commence juste après le boulevard du Général de Gaulle, sous ses bâches noires. Suspect aux yeux de la patrouille. Ouais, monsieur, vous faites quoi ici? J'ai dit, vous fuyez pourquoi? Mais, j'ai dit. C'est un tripot clandestin. Vous faites quoi ici, monsieur? Présentez vos pièces. Vos pièces d'identité. Mets-toi ici. Oh. Après 3 ans dans le quartier, le sergent Valéry ne prend plus de gants. C'est OK? Ouais, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu attendre ma soeur. Vous êtes en train de jouer jeu. Vous jouez combien? Descends. C'est ça qui est ton travail. Tu es dans quel quartier? À où? À Bobo. Donc tu quittes ta voie juste là pour venir jouer les jeux ici. L'argent, 200 francs. Quand vous jouez là, pourquoi vous êtes fermé? Le plus souvent, c'est les petits drogués. Ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas d'habitation. Et c'est ce que vous voyez là, la nuit, on ne peut pas descendre ici. Dès que tu descends ici, pour aller dans un autre quartier, tu es attaqué, ils ont des couteaux, des fois des armes. Donc c'est un coin très dangereux. Prochainement, on va vous embarquer. OK. Bon les gars, montez en partie. Dix minutes plus tard, nouvelle intervention à quelques centaines de mètres de là. Les policiers contrôlent un véhicule. Mais c'est ce passant qui attire leur attention, ou plutôt son étonnante façon de s'habiller. L'homme porte l'un sur l'autre un pantalon de toile rouge, un jean et un short de jogging. Pourquoi il a 2 pantalons là? Tu vas le voir, il va t'agresser. Tu vas appeler, on a reçu les lieux. Il change directement, il enlève le premier pantalon et il change d'accoutrement. Tu vas le voir en jean noir. Après, quand on vient, il est en bleu. C'est-à-dire que c'est la même personne. Vous voyez, la stratégie qu'ils utilisent. 3 pantalons, c'est un camouflage. L'homme est connu des policiers, mais faute de flagrant délit, ils repartent pour de nouveaux contrôles. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, est une ville où règne la pauvreté. La moitié de ses habitants vit ici avec 1 euro par jour. Alors tout le monde cherche à se procurer de quoi s'en sortir, par tous les moyens. Chacun s'invente un petit métier. Vendeur à la sauvette, café ambulant, porteur de charge. Appel cellulaire, appel cabine. Il y a même ici des cabines téléphoniques ambulantes. Et les portables, c'est justement ici que l'on peut s'en procurer. Ici, c'est le black market. De jour comme de nuit, il y a des gens qui viennent, on a volé mon portable. Même si on vole un portable à Yopougon, ça se retrouve ici. Même si le portable est volé au plateau à Cocody, tous les portables se retrouvent ici. Pour le sergent Valéry et ses hommes, difficile de faire respecter des règles dans un tel univers d'arnaque et d'improvisation. Mais encore faut-il comprendre ce qui s'y passe. Pourquoi toi tu n'as pas le magasin et puis tu as les appareils? D'où viennent ces appareils-là? La mairie qui nous a installés ici. La mairie. J'ai dit la provenance de ces appareils. Parce que ce n'est pas dans les cartons. C'est les clients qui viennent nous vendre ici. Ce qui veut dire que si moi j'ai un appareil, Voilà, tu veux troquer. je viens troquer, Voilà. je te vends ça ou bien? Voilà, tu me vends, tu vas acheter un nouvel appareil. Ah bon, en échange quoi? Voilà, en échange. Ah bon? Soudain, à quelques rues du marché, le sergent est appelé sur une vraie affaire. Voilà, les voilà là-bas, vous voyez? Celle d'un petit réseau de trafic de drogue. Quand les policiers arrivent, ce qui tient lieu de fumoir est vide, ou presque. Un homme est là, mais ce n'est qu'un consommateur. Ils ont eu 100 000 francs aujourd'hui. Je vois 100 000. 100 000 francs CFA, 150 €, une somme à Abidjan. Les dealers sont déjà loin, les policiers avaient été repérés. Voilà, vous les voyez courir, hein? C'est les dealers à ça.
À ce jeu-là, c'est juste le plus rapide qui gagne. Abidjan, c'est vraiment la capitale de la débrouille. La Côte d'Ivoire, longtemps le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Sa capitale économique, Abidjan, s'est développée en un siècle autour d'une lagune. Elle forme aujourd'hui un carré de 10 km sur 10. Le centre-ville, c'est le Plateau, un quartier d'affaires et d'administration, connu en Afrique comme le Petit Manhattan. Mais Abidjan est aujourd'hui malade. Beaucoup de quartiers sont en piteux état, presque des bidonvilles. Le pays a traversé des troubles politiques. La campagne est venue gonfler la ville. En 10 ans, la population d'Abidjan est passée de 3 à 6 millions d'habitants. Une mégalopole africaine confrontée à la pauvreté, l'insalubrité, l'insécurité. Nous avons rencontré des Abidjanais qui réinventent tous les jours le système D. Pour un salaire de misère, Vincent et Wilfried passent leur journée à laver du linge dans une eau boueuse. C'est leur vie, en attendant mieux. C'est juste pour se débrouiller, sinon ça, c'est pas un métier. Le lieutenant Martin est un flic de choc. Nous sommes des professionnels, on va, on travaille, on revient. Je veux pas de conneries. Avec son unité, les Sécos, il lutte contre le grand banditisme, la nuit, à Abidjan. Des anges gardiens aux méthodes souvent expéditives. Et puis il y a Samy, champion de la nouvelle escroquerie à la mode en Côte d'Ivoire, le broutage, l'arnaque sur Internet. Tu cherches des emails pour pouvoir avoir les contacts et puis entrer en contact avec eux. Bingo! Notre histoire commence par celle des déchets de la ville. 7000 tonnes à trier et à écouler tous les jours. L'insalubrité est un véritable défi quand on n'a pas d'usine d'incinération. Pour le relever, un ministre à la salubrité publique a été nommé. Justement, dans sa villa privée se prépare une grande opération nettoyage d'Abidjan. Une opération qu'il a entièrement conçue avec les moyens du bord. Théodore Mel, c'est un ministre qui sait se débrouiller. José! C'est comme ça que ça se passe, hein. Je ne vais pas changer mes habitudes. Tu donnes 2 verres là, et puis mon bol. Moi, je ne mange pas de cornflakes le matin. Je mange de crudités. Comme ça, je suis sûr que je tiens le coup. Voilà. Bon anniversaire et bon appétit. Merci. Le nouveau monsieur propre d'Abidjan est plein de bonne volonté. Mais il n'a pas d'argent pour son opération de nettoyage. Bonjour, monsieur le directeur général. Tu es mon mécène pour cette opération de salubrité. Et vraiment, je voulais pleurer auprès de toi pour que tes gars fassent quelque chose ce matin parce que c'est le temps qu'on aille à la banque qu'on puisse trouver de l'argent et il faut donner un centime, un pécule aux gars tous les matins. Et moi, j'ai déjà épuisé en 3 jours, là, j'ai déjà épuisé ce que j'avais moi-même, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Merci, monsieur le DG. Bonne journée, hein. À plus tard. Bye. Voilà, je viens de trouver un peu d'argent, là. C'est comme ça, c'est à la débrouille. Elle a dit super. Oh, when the sun's go my oh, when the sands go my... Théodore Mel est un pur produit des élites ivoiriennes. Un pied en France, où il a fait ses études, un autre dans la tradition africaine. C'est aussi un collectionneur avisé. Là, ce sont les dons qui ont été faits par les gens qui ont épousé mes filles. Ça, c'est une pièce qui vaut 200 000 €. C'est les pièces les plus rares. Vous vous sentez en sécurité dans cette pièce-là? Pas de problème, mais je dis, celui qui rentre ici... Est-ce que vous êtes un ancien commando parrain, non? Instructeur. Alors, donc ça sert pas. Bon, on va traverser, hein. Alors voilà la dernière partie de la maison. Il y aura un jacuzzi ici, et là, il y a un hammam, là, qu'on construit, là. Alors, j'ai mis pratiquement 25 ans pour faire cette maison. Elle n'est pas sortie comme ça, hein. Mais je suis content d'être là, quoi. Bon, allez, on va travailler.
Sur l'agenda du ministre ce matin, la décharge d'Aquedo à quelques kilomètres seulement des quartiers résidentiels. C'est le casse-tête du moment. Première surprise, les bas-côtés sont jonchés d'ordures. Ça fait mauvais genre. Le ministre est furieux et distribue des mauvais points. Bonjour. Monsieur le ministre. Oui. Qui est le responsable? Anassi. Mais pourquoi sur tout le bord, juste ici, là, il y a des ordures qui sont là? Ça, c'est Pisa qui gère ça. Mais, oui, mais pourquoi vous ne le dites pas à Pisa? Pourquoi vous ne le dites pas à Pisa? Mais il faut leur dire. Il faut leur dire. Et vous dites que je suis passé ici. Il n'y a pas de raison. Ce n'est pas ici la décharge. La décharge, c'est là-bas. Alors, ils n'ont qu'à se débrouiller pour m'enlever ça. Doucement, 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 doucement. Bon, on y va, on y va. De sa voiture, Théodore Mel appelle son cabinet. La société de transport doit être sanctionnée. Quand on pense que toute l'entrée est dégueulasse, ça m'écoeure. Hein, je ne peux pas accepter ça. Tu me fais convoquer le gars de Pisa, Impex, là, et tu lui dis ça, parce que sinon, moi, je le vire. Hein. Si le ministre est venu ce matin, c'est à cause de ça. Une montagne d'ordures qui grossit jour après jour et qui fait vivre dans des conditions effroyables des centaines d'hommes et de femmes. Nous sommes à Aquedo, où vous avez donc plusieurs quais. Et c'est une décharge contrôlée, mais comme vous voyez, elle n'a rien de contrôlé. En quelques années, la décharge est devenue une colline qui menace la ville. Le ministre a décidé de fermer le site, malgré les protestations. Comment est-ce qu'on peut décemment vous reprocher de renvoyer tout ce monde qui a sur ce truc-là, qui court un risque sanitaire énorme, sous le simple prétexte qu'on vous dise qu'ils ont besoin de vivre, il faut qu'on les laisse patauger dedans. Moi, je ne suis pas d'accord. Théodore Mel a une solution. Il veut ouvrir 2 sites de traitement de déchets, des décharges propres. Mais il n'a pas encore le budget. Pour l'heure, il a une autre urgence. Réussir son opération Abidjan Ville Propre. Et ça ne va pas être facile. Au centre de commandement des opérations de sécurité, voici la nouvelle force police-gendarmerie. Cette unité, les Sécos, a été créée il y a 2 ans pour lutter contre le grand banditisme. L'autre plaie d'Abidjan. Le lieutenant Martin commande la patrouille de l'autoroute à l'entrée de la ville. Le groupe d'appui à mon commandement, repos. Hello! Bonsoir monsieur, nous allons travailler ce soir sur l'autoroute comme d'habitude, aller lutter contre les coupeurs de route. Coupeurs de route, ces bandits qui terrorisent les automobilistes et les chauffeurs de poids lourds, de préférence de nuit. Nous sommes des professionnels, on va, on travaille, on revient. Je ne veux pas de conneries. Hello! Bon, équipez le véhicule. Pour leur mission sur l'autoroute, les Sécos sont armés comme pour la guerre. Car les coupeurs de route n'hésitent pas à tirer sur les forces de l'ordre. Il est 19 h. La patrouille s'enfonce dans la nuit, dans une obscurité propice à tous les mauvais coups. Quelles sont les méthodes qu'ils emploient, les coupeurs de route? Bon, soit c'est des troncs d'arbres qu'ils mettent au milieu de la voie, soit ils tirent sur le premier véhicule qu'ils voient, et puis ils prennent ce véhicule-là pour barrer la voie. Ils montent dans les cas, ils font descendre les gens, ils ferment, ils prennent l'argent, ils coupent les chaînes, ils prennent les cellulaires. Si ce n'est pas ton jour, tu es mort. Dans ces conditions, à cette heure-ci sur l'autoroute, tout véhicule est suspect. Et davantage encore s'il est à l'arrêt. Pourquoi lui s'est arrêté? Le lieutenant Martin est sur ses gardes, car au même endroit, une semaine plus tôt, Sécos et bandits se sont tirés dessus. Bilan, 1 mort côté coupeur de route. Alors les hommes s'avancent avec prudence. Il dit quoi? Il dit quoi? Ils disent quoi? C'est de quoi? À l'intérieur, un jeune homme un peu effrayé. La voiture est en panne. Il attend juste le retour de son père, parti chercher un mécanicien. Moi, mais il ne sait même pas comment il fait. Il ne connaît pas. Il pense que c'était...
Les explications du jeune homme paraissent convaincantes aux policiers. Ils reprennent leur patrouille. Sur l'autoroute, les pièges sont partout et pas toujours là où on les attend. Exemple, les checkpoints de la police. Ils sont là a priori pour ralentir les voitures. Mais les coupeurs de route peuvent en tirer profit. Vous voyez comment ils sont arrêtés? Ils nous regardent là. Vous les voyez là-bas? Ces gamins passent la nuit sur les ponts de l'autoroute. Leur rôle, c'est de guetter les sécos et de prévenir par téléphone les coupeurs de route qu'une patrouille arrive. Le lieutenant Martin passe le dernier checkpoint. À tout à l'heure. À partir de là, l'autoroute est une zone de non-droit, sombre, inquiétante. Il y a une situation derrière. Une situation, en clair, un événement imprévu. Mieux vaut se protéger. Mais sur place, les hommes découvrent en fait qu'il ne s'agit que d'un accident. Une passagère est légèrement blessée. Hey, prenez la dame pour partir, monsieur. Prenez la dame pour partir, elle ne peut pas marcher. Le lieutenant est pressé d'évacuer la victime car tout attroupement sur l'autoroute effraie les automobilistes qui accélèrent. Ouais, allez-y. Voilà, les voitures qui passent, qui voient des gens stationnés comme ça fait vraiment peur. Il s'est dit que c'est des coupeurs de route. Des vitesses excessives qui peuvent être fatales. Il y a un véhicule qui est tombé là-bas. Faites marche arrière avec un véhicule. Le véhicule aussi a pensé que c'est des coupeurs de route. C'est ce phénomène-là que nous vivons sur l'autoroute. Mais le lieutenant Martin n'est pas au bout de ses surprises. C'est des militaires? Merde. C'est une camionnette militaire qui a effectué un transport de munitions entre deux casernes. Le chauffeur est choqué et préfère téléphoner à ses supérieurs. Le pire. C'est passé comment? Ça veut dire avec 4 tours, un tour, 2 tours même sur mes pieds, c'est 4 tours en l'air. Avec le gasoil qui s'échappe, le risque d'explosion est plus que sérieux. On s'est dit qu'une munition peut péter d'un moment à l'autre. Surtout qu'il y a des RPG dedans. Il faut donc mettre à l'abri ces lance-roquettes et ces kilos de munitions destinés en temps normal au combat. De toute façon, il a mal au cou et puis il téléphone là. Non, c'est des jeunes. La voiture est rapidement retournée, le danger d'explosion est écarté. Mais les hommes se mettent en position pour protéger le stock d'armes. C'est un danger pour tout le monde. Donc là, il faut les sécuriser pour ne pas que les coupeurs de route les prennent pour se servir contre nous. Voilà. Une nuit qui commence vraiment avec beaucoup de chaleur. Hein, beaucoup de chaleur, messieurs. Là, vous-même, vous avez chaud, là. Pendant que le lieutenant Martin s'occupe de l'autoroute, une autre unité des Sécos s'apprête à prendre position dans le centre-ville. Pour surveiller le quartier de Cocody, il a envoyé une autre équipe des Sécos, des durs à cuire. Ici, on les appelle les Durgas. C'est la première fois qu'ils acceptent de se laisser filmer, car ils sont connus pour leurs nombreuses bavures. Il faut dire qu'ils font un travail dangereux. 2 de leurs hommes ont été récemment tués dans ce quartier. Il est 2 h du matin. Pour l'instant, rien à signaler. Le talkie-walkie qui les relie au central n'est pas très bavard. Soudain, le chef de bord aperçoit 2 silhouettes qui courent dans la nuit. C'est des malfrats. C'était 2 au nombre de 2. Aucun incident n'a été signalé dans le quartier. Mais 2 hommes qui semblent s'enfuir, c'est suspect aux yeux des policiers. Ils décident de les traquer. Après quelques minutes, on va assiéger le bâtiment. Ils croient les avoir repérés dans cette maison. Fais signe aux autres qu'on va assiéger le bâtiment. Les policiers n'ont qu'une seule torche. C'est notre projecteur qui les éclaire. Mais il n'y a personne dans cette maison en chantier. En bas, 2 autres membres de l'équipe ont interpellé un homme dans la rue. Il était seul et torse nu. Les policiers ont une méthode particulière pour confondre les suspects. Ils mesurent de la main leur battement de cœur. Un cœur qui bat trop fort, pour eux, c'est un homme qui a couru.
La fille, elle a dit qu'il est... C'est lui. T'as vu ça? J'ai pas voulu. Il est où ton habit? Vous avez dit il y a des temps. Je m'apprêtais même pour me coucher. L'homme répète qu'il n'a rien à se reprocher. Mais les Durga n'ont pas la réputation d'être patients. Il ne fait pas bon être suspect entre leurs mains. C'est la vérité. Chef. Amène ta main. Hé, t'es quitté où? Faut pas t'ajouter à moi. Les Durga mènent l'interrogatoire à coups de matraque. Faut pas filmer. Faut pas filmer. T'as le volé quoi? C'est vrai, il n'y a pas volé, il n'y a pas volé. Il n'y a pas volé. Je n'ai pas volé. Tu ne dis pas la vérité. Abré. Mon ami. Mon ami. Faut monter, aller dans votre maquille. On va demander. Allez, montez. Après une pluie de coups pour vérifier la Libye, on ramène l'homme chez lui à 300 mètres de là. Lina, viens. Et sa compagne va confirmer ses propos. Il était bien avec elle, il est juste sorti pour aller aux toilettes. Ça, c'est au nom de quelle heure? 2h, 2h30. 2h. Bon là, au bénéfice du doute, on va le lâcher. Il y a la jeune fille qui témoigne, sa faveur, tout ça, donc... C'est bénéfice du doute, là. Au bénéfice du doute. C'est avec une preuve, là. Tu vois où il dort? L'homme s'en tire avec des contusions dans le bas du dos. Coupable ou innocent, il ne fait pas bon tomber entre les mains des Durga. À Abidjan, les coups peuvent partir très vite, très fort. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire explique cette dureté. Le pays sort d'une guerre civile de 8 ans. Des milliers de morts, 1 million de déplacés. D'un côté, les rebelles de Guillaume Soro qui en 2002 marchent sur Abidjan pour tenter de renverser le président Laurent Gbagbo, chef d'État élu en l'an 2000 lors d'un scrutin contesté. Au milieu, la France, ancienne puissance coloniale, qui a conservé sur place 4000 militaires. Mais en novembre 2004, les incidents se multiplient entre belligérants et militaires français. Le sentiment anti-français gagne la rue. 8300 expatriés sur 15 000 sont obligés de quitter la Côte d'Ivoire en catastrophe. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est toujours président. Il s'est réconcilié avec son adversaire Guillaume Soro, qu'il a nommé Premier ministre. Une crise durant laquelle des Français ont tout perdu. Comme par exemple Marc Balzer, qui a fui le pays en 2004. Aujourd'hui, il tente de reprendre pied en Côte d'Ivoire. Et il va devoir le faire à l'africaine. Pour la toute première fois depuis 5 ans, il retourne dans le village où il vivait. Dans cette foule, il y a à la fois vos agresseurs et vos amis. Ouais, mais je regarde que les amis. Je regarde que les amis. Ça va, mon frère? Ça va un peu? Il n'y a plus blanc. Ben, il n'y a plus blanc. Pourquoi il n'y a plus blanc? Pourquoi il n'y a plus blanc, hein? Bon, allez, ciao. Bon, allez. À bientôt. Plus de blanc, plus de boulot. Marc possédait un hôtel un peu plus loin, en dehors du village. C'est dire qu'il connaît bien la route. Mais dans les derniers kilomètres, c'est l'appréhension qui domine. Mais je te dis, j'ai peur. Peur d'avoir encore plus mal, peur de ne pas pouvoir revenir un jour quand même ici, tu vois, et refaire, reconstruire, redémarrer. Merde, quoi. Je veux dire, ce qui est arrivé, c'est pas de mon fait. Voilà, point. Je veux dire. Marc a tout perdu dans la crise ivoirienne. Il avait investi toutes ses économies pour construire un hôtel de luxe dans cette crique paradisiaque. 5 ans de travail et d'efforts. Et puis le 6 novembre 2004, le rêve est parti en fumée en une nuit. Quand t'as 200 gars qui arrivent de nuit avec les machettes, avec des peintures de guerre, tu sais pas jusqu'où ils veulent aller, quoi. Mais c'est la plage des mauvais souvenirs, finalement. Des bons et des mauvais souvenirs. Je veux dire, je préfère garder les bons, quoi. Franchement, je préfère garder les bons, quoi. Le projet de sa vie, c'était ça, l'Ocean Lodge.
16 bungalows au milieu des palmiers, un restaurant en terrasse, une piscine, les pieds dans l'eau. Le week-end, les clients d'Abidjan se pressaient à l'Ocean Lodge. Les affaires marchaient bien. Marc espérait un rapide retour sur investissement. Et voici tout ce qui reste de son petit paradis. Où est-ce qu'on est là, Marc? J'aurais tendance à dire chez moi, quoi. Ah, c'était l'entrée? Ouais. Ouais. Là, on avait une belle piste là, qui descendait, on avait planté des arbres, là. Donc... 5 ans après, l'Ocean Lodge est retourné à l'état de jungle. C'est devenu les chiottes publiques, quoi. Toutes ces années, Marc et sa femme, Floriane, sont restés en contact avec leurs anciens employés. Par téléphone ou Internet. Derrière lui, il avait laissé un régisseur et un employé qui sont aujourd'hui au chômage. Retrouvailles. Grand frère. Comment tu vas? Ça va. Ouais. Faut pas. Tiens, Marius. Ça va? Ça va. Tu as l'accueil, quoi. Hein? Ouais. Tu accueilles les clients. C'est bien. Les clients qui ne viennent plus. Oui. Tu accueilles les clients. Qui n'ont plus de logis. Donc là, c'était là. Bon, là, on est dans la partie. Restaurant. Restaurant, accueil, cuisine. Donc voilà, les gens arrivaient là. Ici, c'était l'accueil. Ici, on avait une salle télé. Avec le coin salon ici, restaurant là. Ça a tenu, hein? Ça tient, hein? Le béton tient, ça tient, voilà. Bon, le reste est parti en fumée, quoi. Ce soir-là, j'ai assisté au pillage de mon hôtel, j'ai assisté en live à la destruction de mon hôtel. Tu peux rien faire, il n'y a rien à faire. Je veux dire, il y a juste à regarder. Je me rappelle très bien d'une scène, c'est que d'un côté, il y avait la lune, pleine lune quasiment, qui montait. Et de l'autre côté, l'hôtel en feu. Et je disais à Floriane, bien, on regarde de ce côté-là, c'est quand même beaucoup plus joli, quoi. Et... Ça, comment, ils ont tout cassé, tout pillé? Je ne sais pas, je pense que c'est suffisamment éloquent, quoi. Après le pillage, voilà ce qui restait de l'hôtel. Et voilà la piscine. Bassin pour enfants, débordement avec grand bassin derrière. Coût total de la destruction pour vous? Construire ça, aujourd'hui, c'est 600 000 €. Que vous n'avez pas? Bah non, j'ai pas. J'ai des dettes. Aujourd'hui, j'ai encore des dettes. Je suis encore en train de payer pour ça, quoi. Je veux dire, c'est ça qui me rend fou, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, je suis obligé de bosser en France pour payer, je veux dire, un investissement que j'ai fait ici, qu'on m'a détruit. Voilà, quoi. Je veux dire, c'est... En France, Marc travaille dans la publicité. Tous les mois, il rembourse 2 000 € à la banque. Mais reconstruire l'hôtel n'est pas qu'une question d'argent. Marc n'est pas propriétaire du terrain. Il a juste obtenu une concession des vieux du village voisin pour 30 ans. Et s'il veut revenir un jour, il doit s'arranger avec eux. Ayuka. Ayuka, Aka. Vieux Pierre. Ah oui. Comment tu vas? Oui, ça va. Ça va? Oui. T'es toujours en forme, je vois. Oui. Hein? Oui. C'est toujours. C'est Vienado. Je sais. Comment tu vas? Ça va très bien. Nous sommes en Afrique. Tout commence par des salutations et des palabres. Je suis très ému d'être ici nouveau ce jour. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. On a réussi à monter un projet ensemble. Bon, ce projet a été gâté. Je ne sais pas pourquoi ça a été gâté. Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Je suis là parce que j'ai espoir de pouvoir revenir. Ce moment n'est pas facile pour Marc. L'ambiance est tendue. Il a reconnu dans l'assistance certains de ses agresseurs qui évitent son regard. Faut me regarder dans les yeux, là. Quand tu me salues, là. Faut me regarder dans les yeux.
D'accord? Non, mais il faut me regarder dans les yeux quand tu me salues. Non, tu me regardes pas dans les yeux. D'accord? Voilà. Ok. En Côte d'Ivoire, rien n'est jamais grave, ni définitif. Comme beaucoup de Français qui sont partis, Marc espère récupérer sa mise, grâce à une aide de l'État ivoirien. Aujourd'hui, il est toujours en négociation. Une journée commence à Abidjan. Les rues sont déjà en pleine activité. Pour tous ceux qui ont un petit boulot, l'obsession est de trouver 1 euro pour manger. Nous nous rendons au Banco, un village aux portes d'Abidjan. C'est là que vivent Vincent et Wilfried. Ils sont Fanico, laveurs de linge à la pièce. À Abidjan, une centaine de familles vivent de ce petit métier inventé il y a plus de 20 ans. Les deux amis partagent les 12 mètres carrés du logement avec le frère et la belle-sœur de Vincent. Cette vie-là, c'est celle de la grande majorité des Abidjanais. Le petit déjeuner ici, c'est de la bouillie faite avec du mil. 15 centimes d'euros la portion. C'est du léger, quoi. Et ça tient toute la journée? Oui. Les clients de Wilfried et Vincent, ce sont tous ceux qui habitent le même quartier. Direction la maison de Rosaline. Pour éviter toute contestation, les clients comptent leurs vêtements devant les laveurs. 7, 8, 9, 10. Faut compter bien. Il faut bien faire. Hein? C'est combien? Voilà mon chapeau. Il lave très bien. C'est un bon Fanico. C'est pour les caleçons des enfants, moi je lave. Et puis les pantalons des messieurs, lui il lave pour moi, quoi. Monsieur, il faut faire vite, hein, parce que mon mari doit venir. Petit métier ou non, les clients sont très exigeants sur le service et la ponctualité. Bonjour. Mais depuis là, on t'attend, tu n'es pas encore arrivé. À quoi toi, il n'est pas encore parti au travail? Oh, mais il doit aller au travail, il fait comment? Ouais, ça va, non? Ça, c'est un vrai boulot. Donc, si tu n'as pas bien lavé au lit, Ce n'est pas parce qu'on habite un bidonville qu'on n'est pas soucieux de propreté. Des fois, vous n'êtes pas content du travail? Des fois, je ne suis pas content parce qu'il y a les tâches qui restent, ça ne disparaît pas. Alors qu'en temps normal, ça doit disparaître. Il met les habits blou, 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 et puis il sèche. J'aime pas. On n'a qu'à bien laver. Il faut bien laver, hein. Et c'est parti pour une journée de travail, 8 heures d'effort sous un soleil de plomb. Pour corser le tout, la lessive se passe à 1 km du village que Vincent et Wilfried franchissent à pied tous les matins. Bon, petit, tu viens déposer ça ici. Et voici le Banco, la plus grande machine à laver d'Abidjan. Au Banco, pas de dispute. Chaque Fanico a son pneu attitré. Ils sont une cinquantaine à se partager les temps. Pour être Fanico, pas besoin de diplôme ni de capital. Un bloc de savon naturel à 30 centimes, une brosse et de l'huile de coude. Ça suffit. C'est un travail difficile? Ouais, c'est un travail, c'est difficile, mais comme on gagne pour nous dedans, donc là, tout ce que tu gagnes pour toi dedans, c'est que ce n'est pas difficile. Les Fanico passent 6 à 8 heures par jour dans cette eau trouble. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Elle n'est pas sale. L'eau se renouvelle sans cesse grâce à un ruisseau qui débouche en amont. Alors beaucoup s'en servent aussi comme salle de bain. Pendant ce temps, Wilfried et Vincent finissent leur premier paquet. Et pour ne pas mélanger les vêtements, ils utilisent la bonne vieille technique des Fanico. Nouer les paquets de linge. Tu vois, ça c'est un tas qui est lavé. Ça c'est pour une personne. Pour ne pas me tromper, quoi. Il est midi. Le Banco bat son plein. Le souci, c'est d'avoir fini avant 14 heures pour que le linge sèche et puisse être rendu dans l'après-midi.
Tout aussi épuisant et spectaculaire pour Vincent et Wilfried, l'essorage. Ensuite, par 50 degrés au soleil, le séchage du linge est expédié en moins de 2 heures. Ça, c'est de la débrouille, tu penses, ou c'est un vrai métier? Bon, c'est juste pour se débrouiller, sinon ça, c'est pas un métier. Ouais. Ton rêve dans 2-3 ans, c'est quoi? Bon, mon rêve dans 2-3 ans, c'est de faire au moins un champ de cacao. Voilà. À Abidjan ici, si tu voles, ils vont te tuer un jour. Mais si tu te débrouilles, c'est que sûr, tu as ta vie en main, mais tu es satisfait parce que quand tu dépenses ton argent, tu es fier de toi. Voilà. Vincent et Wilfried ont fait le choix de l'honnêteté, même si elle ne leur apporte que 3 € par jour en moyenne. 7, les grands jours. Prends courage, mais le courage là n'est pas de se venger, mais de souffrir. Dans l'univers de la débrouille, certains s'en sortent mieux que d'autres. Pour les voir, il faut s'aventurer dans la nuit, dans les bars et les discothèques qu'on appelle ici les maquis. Dans ces maquis, des flambeurs exhibent leur argent. Ce sont les champagnards, des fêtards qui régalent tout leur entourage au champagne. Ils ont aussi leur musique, le coupé-décalé. Une danse née à Abidjan. Observez bien la gestuelle. Elle raconte l'arnaque rapide, puis la fuite. C'est coupé et décalé, courir, donc prendre et puis fuir en quelque sorte, voilà, c'est bien ça. Voler, puis s'enfuir. Pour certains, c'est un mode de vie. Cela passe facilement de la débrouille à l'arnaque. Et leur terrain de jeu, c'est Internet. À Abidjan, l'escroquerie la plus rentable aujourd'hui se rencontre derrière des façades comme celle-ci, dans les cybercafés. Tous n'ont pas pignon sur rue et il faut souvent les chercher dans les arrière-cours. Des endroits très discrets, pleins à toute heure de la journée. Bonjour. Parce que là, il reste des heures, c'est ça? Il y a besoin quand même 7 heures. 7 heures d'affilée. Ouais, c'est là. Tu veux ça? On n'a pas parlé pour toi. Toi, il dit toi, moi, il n'a pas donné toi. Pour moi, il n'a pas parlé. Donne-moi mon numéro. Les habitués des lieux n'aiment pas les bavards, encore moins les journalistes. Normal, c'est le cœur d'une industrie hors la loi, le broutage. Le broutage, nom local des arnaques sur Internet. La cybercriminalité, ce sont ces emails que vous avez peut-être reçus. Exemple, un message en forme d'appel au secours. Vous êtes invité à aider un jeune orphelin à récupérer un gros héritage. En échange, vous en recevrez une partie, à condition de prendre en charge les frais de la transaction. Mais cet argent, vous ne le reverrez jamais. C'est une mafia nigériane anglophone qui a inventé ces escroqueries. Elle les a transmises à des Ivoiriens pour viser le marché francophone. Un brouteur abidjanais a accepté de nous parler. Vous ne le verrez pas, trop dangereux. Les parrains du broutage, les Nigérians, ont la gâchette facile. Si un Nigérian me voit tout de suite là, on a une caméra. On est là, je suis avec 2 grands, je vous dis. Il va les dire, il va les vendre la mèche. Il dit à tout le monde là-bas au quartier. Voilà. Quelques jours plus tôt, les Nigérians n'ont pas hésité à tuer 2 Ivoiriens qui les avaient balancés à la police. Samy nous révèle une de ses multiples arnaques. Ça commence par une pêche aux adresses e-mail en France. Tu cherches les emails pour pouvoir avoir les contacts et puis entrer en contact avec eux. Exemple au hasard, toutes les Sophie habitant à Niort. Peut-être à Niort. Voilà, c'est mes contacts, Sophie réside à Niort. Il ne faut qu'un quart d'heure à Samy pour attraper 545 adresses, autant de victimes potentielles, grâce à un logiciel qu'on trouve facilement sur le net. Et là, la véritable arnaque commence. Samy envoie à ses 545 cibles un message leur annonçant qu'ils ont gagné 150 000 €. Car les brouteurs imitent les messages officiels des loteries du monde entier, à un détail près. Ils font de grosses fautes d'orthographe. En revanche, il y a toutes les fautes d'orthographe et toutes les usées. Ça, c'est pas gênant, les gens en font pas. Attends, tu vois, il y a les fautes dedans, là. Ouais. Non. Bon, ça, pour corriger les fautes de réponse, je les mets dans Word, je corrige tout. Puis, bingo. Tu l'envoies. Il faut attendre la réaction des gens.
Quand ils vont rentrer, ils vont me contacter. Donc la personne qui reçoit ça, elle va appeler ce monsieur? Il va appeler ce monsieur. À ce numéro-là? Voilà, ce numéro. Qui est un numéro en Angleterre? Voilà. Et en fait? Qui vit ici. En fait, ça sonne à Abidjan. Un simple transfert d'appel et le tour est joué. Les pigeons reçoivent ensuite un faux certificat de gain. En général, il y a combien de gens qui marchent? Non, il y a au moins 40 personnes, mais donc, si tu as fait une bonne recherche, au moins 30 personnes qui vont rentrer. Ouais. Donc ça fait 5 à 10% quoi, des gens. Voilà. Et ça suffit finalement. Samy passe alors à la troisième étape, rassurer la victime. Exemple, cette Marocaine a mordu à l'arnaque il y a plus d'un mois. Elle attend toujours son versement. Samy l'appelle directement et se fait passer pour le directeur de la loterie. Bonjour. Bonjour, c'est Monsieur John. Monsieur John. Directeur des opérations. Ouais, John. Directeur des opérations de transfert à Londres. Parce que je vais effectuer un virement par Western Union. Écoutez-moi, madame, écoutez-moi. C'est moi qui vous appelle, écoutez-moi. Je viens de prendre fonction aujourd'hui, je suis prêt à vous aider, c'est la raison pour laquelle je vous appelle, ok? Est-ce que vous avez une agence de Western Union au Maroc pour que moi je puisse virer tes 120 000 $? Bon d'accord, bon dis-moi. Transférez-moi ce soir, il n'y a pas de souci. En quelques clics, il fabrique un faux bordereau de Western Union confirmant que l'argent est bien disponible dans une agence marocaine. Une façon d'endormir la confiance de sa victime. Mais si elle veut récupérer le magot, elle doit payer une commission pour frais de transfert, de 2 à 5 000 €. Une somme qu'elle doit virer à une adresse située comme par hasard à Abidjan. Une vraie commission pour toucher un faux gain au loto. Et c'est comme ça que des dizaines de milliers d'euros pleuvent sur Abidjan. Tous les moyens sont bons, les brouteurs n'ont pas de scrupules. Ta plus grosse arnaque, c'était quoi? Une Saoudienne qui a envoyé beaucoup d'argent. On lui a dit qu'on devait construire une mosquée. Oui. J'ai dit que non, je suis un imam, c'est comme ça. Je suis au Niger, un grand imam, tout ça. Il a raconté des histoires dans le début. J'ai donné maintenant mon numéro de téléphone ici. On a commencé à traiter elle et moi. Il lui a dit, bon, vous voyez, je suis venu à Makori ici, la mosquée inachevée de Makori là. Je suis venu prendre les photos. J'ai fait ça en copie jointe et puis j'ai envoyé à la dame. Elle, au retour maintenant, elle, c'était une aide comme ça, elle devait faire pour les gens construire cette mosquée. Tu vois? Oui. Donc elle a envoyé l'argent. Combien ça représentait? C'était trop, c'était beaucoup même. Ça vaut 20 000 €. Nous avons voulu vérifier si l'arnaque de Samy existait vraiment. Nous sommes allés à la mosquée de Marcory, toujours en construction. Immédiatement, le tournage est interrompu par l'imam, qui va nous demander de ne pas filmer. Nous interdisons à ce qu'on filme au sein de la mosquée. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes malhonnêtes, mal intentionnées qui viennent filmer la mosquée. Et ils vont dans les pays arabes pour chercher de l'argent, soi-disant pour aider cette communauté. Nous n'avons jamais reçu un financement extérieur ni intérieur. Manifestement, Samy n'est pas le seul à utiliser les photos de la mosquée pour escroquer de riches musulmans. Retour chez le ministre de la Ville. 7 h du matin, c'est déjà l'agitation. C'est aujourd'hui qu'il lance sa campagne de propreté d'Abidjan sur le terrain avec les habitants. Nous retrouvons Théodore Mel en chef de chantier et le chantier abîme son jardin. Faut pas gâter mon gazon, hein. Enlevez les balais là, passez par là. Les pelles là, prenez les pelles qui sont là, si on peut avoir un maximum de pelles. Il y a du retard. Il faut mettre tout le monde au travail. Et s'il vous plaît, vite, 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 vite. Chef, dépose ton arme quelque part pour leur donner un coup de main là. Pour nettoyer Abidjan, le ministre a fait acheter 3000 brouettes, balais et poubelles, malgré un maigre budget. C'est venu tout droit de l'usine, donc on essaie de les monter nous-mêmes. C'est plus vite, c'est plus rapide, parce qu'autrement, il aurait fallu attendre des délais, etc. Toujours la débrouille, moteur indispensable pour faire avancer les projets en Afrique et ailleurs. La débrouille et la bonne humeur. Non, ça fait 10 normalement. C'est Abidjan ville propre. Donc à Salim maintenant, il a affaire à nous. C'est ville propre. Ah, c'est ville propre, c'est pas t'amuser. Envoie les trucs à nous à quitter la ville. Les premiers camions sont chargés. Direction Gonzagueville et Port-Bouët.
2 quartiers du sud d'Abidjan. Scène inédite à Abidjan, des poubelles escortées par les sirènes de la police. Ce quartier est un des plus pauvres de la ville. Bonjour, bonjour, ça va, bonjour. Bon, Gonzagueville est un grand bidonville qui est extrêmement sale, et en particulier la voie qui mène entre Bassam et Abidjan. Première étape, trouver les bras qui vont donner les coups de balai. Abidjan ne doit pas être une poubelle. Chers frères et sœurs, rejoignez-nous dans la rue afin que nous puissions assainir la rue Abidjan. Chers frères et sœurs. L'appel a trop de succès. En quelques minutes, des dizaines de candidats se pressent pour réclamer un t-shirt qui leur donnera droit à un balai et surtout à une indemnité de 5 €. L'équivalent de 5 jours de salaire, très convoité. Toi, tu es son garde de corps. Voilà. Toi, tu es son garde de corps. 1 à 1, vous leur donnez pour 60. 1 à 1. Hein? Le ministre est vite débordé et c'est la police qui doit gérer le problème. Donnez-moi, donnez-moi. Il faut interrompre la distribution, la pression est trop forte. Les policiers sont même obligés de partir pour éviter le drame. Ok, bon, mais alors, il n'y a plus qu'à envoyer le matériel. On ne veut pas faire de discours, on veut travailler. L'opération nettoyage peut enfin commencer. Surprise, sous un soleil de plomb encadré de 2 charmantes hôtesses, le ministre en personne commence à balayer. Tiens, attrape avec moi. Il faut piquer à l'intérieur. Ça va, c'est bon pour toi. Nous tous, on a travaillé. Moi, j'ai fait Sciences Po Grenoble, j'étais à la Sorbonne à la rue d'Assas. J'ai des copains qui ont été ministres, mais la différence, c'est que je suis dans un pays pauvre et je suis obligé de faire ça, tu vois. Le costard cravate, c'est bon pour aller au Conseil des ministres. Le reste du temps, ben, il faut aider les autres, il faut travailler avec les autres. Voilà, il y en a là. Envoyez une poubelle derrière. La presse est là. Cette opération coup de balai est aussi une très belle occasion pour le ministre de se faire un peu de pub. Donner un autre visage à Port-Boué. Qu'on dise, on vient à Port-Boué, on ne trouve même pas un bout de papier par terre. Déjà, si on a réussi à faire ça, c'est beaucoup. Merci bien, monsieur le ministre. Mais l'opération va se compliquer quand elle atteint le carrefour d'Akwaba, un des principaux de la ville. Là, les nettoyeurs vont bloquer toute la circulation et provoquer un embouteillage monstre. Celui qui klaxonne, je lui enlève ses papiers, je mets sa voiture en fourrière. Et rapidement, tous ceux qui ont les balais là, on finit ce carrefour là pour laisser passer. Enlevez, ceux qui ont les pelles là, enlevez le sable là. Quelques heures plus tard, à la cité administrative d'Abidjan, où se trouvent la plupart des ministères, Théodore Mel va voir enfin ses efforts récompensés. Sa journée du propre va devenir une grande cause nationale. Alors forcément, il est un peu tendu. Les gens sont là, tout le monde est éparpillé, là, les mains croisées comme ça et tout. Alors, quand même. Mais non, mais c'est pas sérieux. Celui qui va venir le consacrer, c'est le Premier ministre ivoirien en personne. Guillaume Soro. Un joli coup pour Théodore Mel. Le Premier ministre est venu sans se faire prier. Malgré le protocole, l'ambiance est décontractée. Aujourd'hui, c'est pas le bonnet traditionnel que j'ai mis. Non, mais il faudra que tu me donnes le mien. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Soro Kibafori Guillaume, Premier ministre du gouvernement de Côte d'Ivoire, gouvernement issu de l'accord politique de Ouagadougou, dont nous pouvons ensemble aujourd'hui apprécier les résultats
Et comme on disait sur le campus, ça c'est de la concrétude. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais qu'un jour dans le mois du président de la République au planton, nous marquions une pause pour nous consacrer à des travaux de salubrité publique. Sur une chanson spécialement composée pour l'événement, c'est maintenant la plus grande victoire de Théodore Mel. Le Premier ministre ne se contente pas d'un discours, il va lui aussi, devant les caméras, mettre la main à la pâte. Un petit geste symbolique. Mais c'est aussi par des actions comme celle-ci que les Ivoiriens se reconstruisent un avenir. Voilà, Monsieur le Premier ministre, ça va?